Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue et on sait que vous nous attendiez avec impatience. Bien sûr que vous nous attendiez. On est là, mais qu'est-ce qu'ils font? Il est 17h04. Mais pourquoi Philippe David n'est toujours pas là? Ça va, Philippe David? Ça va très bien, Cécile, comme je suis en votre compagnie, ça va toujours très bien. Mais comme dans la compagnie des vraies voix. Est-ce qu'on peut rêver mieux que Philippe David en co-animateur? J'ai envie de vous le demander. Non. Voilà. Si, il y a une longue liste, très très longue. Enfin, Mais je vous rends l'appareil. Peut-on rêver mieux que Cécile de Ménibus comme co-animateur? Voilà, là, on l'a pris en plein dans les dents, c'est l'appareil dentaire. Mais c'est marrant, on a toujours un réalisateur qui est sur le coup, ça m'énerve. T'arrêtes d'être compliqué, tu pourrais pas être simple en simple pareil, s'il te plaît. Oui, alors non, attention, vous allez réveiller Philippe Bilger, s'il vous plaît. Vous avez vu la concupiscence de Philippe Bilger? Je me demande si vous n'êtes pas un peu pris à pic. Non, j'ai pas de syndrome Mbappé. On ne sait pas, on ne dit pas avant de savoir. Et j'aime ce mot, concupiscence, ça me fait toujours mal. J'ai toujours adoré concupiscence. Et pris à pic. Pris à pic, alors là, pris à pic. C'est génial, c'est un excès que j'aurais aimé avoir. C'est ce qui me concerne. C'est pas si facile que ça. J'ai voulu imiter Michael Douglas, mais ça n'a pas marché. Excusez-moi, est-ce que les enfants sont couchés ou pas? Je vous rappelle que nous sommes mercredi. Et on a une émission à faire. Les amis, retrouvons certains. Voilà. Certaines tenues. Un petit peu de bromure pour tout le monde ne fera pas de mal. Une camomille. Il était très fort sur le 18 roues. Oh là, mon Dieu. Et il nous reste 2 heures. J'ai peur. Non, 3, parce qu'on a les vraies voix responsables. On réfléchit, on se reprend. On peut y aller, on y va. Allez, on y va. Allez, on y va du sérieux parce que là, on a une émission à faire avec des débats importants. Le grand débat du jour, aujourd'hui à 17h30, rien n'a changé. Nos ennemis ont encore gagné du terrain, déplore la sœur de Samuel Paty. Elle s'exprime dans un documentaire diffusé ce soir. Je vous incite à aller regarder au lendemain, bien sûr, de l'hommage dans les établissements scolaires à Dominique Bernard et Samuel Paty, les 2 enseignants assassinés, Philippe. Alors parlons vrai, craignez-vous qu'il y ait d'autres Samuel Paty et Dominique Bernard? L'école peut-elle redevenir un sanctuaire? Et à cette question, a-t-on tiré les leçons de la mort de Samuel Paty? Vous dites non à 99%. Vous voulez réagir? Attend vos appels au 0826 300 300. Et notre invité Stéphane Simon sera avec nous, auteur du livre Les derniers jours de Samuel Paty, enquête sur une tragédie qui aurait dû être évitée. Et puis ce documentaire ce soir au nom de mon frère, Les derniers jours de Samuel Paty. Le coup de projecteur des vraies voix, des médias suédois affirment que Kylian Mbappé est bien visé par l'enquête pour viol à Stockholm après l'affaire des 2 rugbyman français en Argentine pour laquelle le parquet a réclamé un non-lieu. Cette affaire pose de nouveau la question de la preuve. Après la vague MeToo, la Suède a introduit, je le rappelle, la notion de viol par négligence. La passivité ne peut être donc considérée comme une preuve de consentement. Alors parlons vrai, est-ce que ces affaires à répétition concernant des personnalités ne posent pas question? Est-on à un tournant dans les relations hommes-femmes? Et à cette question, allons-nous vers des contrats de consentement dans les relations sexuelles? Vous dites oui à 61%. Vous voulez réagir? Attend vos appels au 0826 300 300. Et notre invité pour en parler, Sandrine Pégan, sera avec nous, avocat pénaliste. On vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Ai-je vraiment besoin de vous les présenter? Puisque la hyène, on aura reconnu le rire de Sébastien Ménard, entrepreneur dans la foodtech et dans les médias. Je ne sais pas pourquoi vous me qualifiez ainsi. Non, c'est pas nous, c'est Françoise Legault. Non, mais c'est le rire dans le Roi Lion. Oui. Comme ça, je te signale. Vas-y. Voilà, Françoise Legault est avec nous, éditorialiste Sud Radio, et Philippe Bilger, le président de l'Institut de la Parole. Et ce soir, il l'a bien pendu, Philippe Bilger. Non, mais en plus, vous êtes limite. Vous êtes limite. Je suis désolé de vous le dire. Vous êtes limite. C'est toujours fait avec élégance et classe, mais c'est limite. Surtout sur le sexe, sur la sensualité. Mais j'ai le droit de révéler mes insuffisances. Voilà, allez, 0826 300 300. Xavier de Gironde est avec nous, de Florac. Bonsoir Xavier. Bonsoir Xavier. Bonsoir les vraies voix. Bonsoir. Bienvenue dans cette ambiance de ouf. Est-ce qu'on est obligé de céder nos fleurons industriels aux Américains? Ça, c'est votre coup de gueule du jour. C'est un peu la question du jour. Ouais. On aurait aimé que la France elle soit toujours grande et forte, indépendante et libre,
commerçante et solidaire. On aurait aimé que la France elle reste la France avec ses agriculteurs, ses usines et ses pharmacies, mais il n'en est rien. La France est dans l'Europe. Et comme disait le général de Gaulle, dans une Europe intégrée, il ne pourrait pas y avoir de politique, si ce n'est celle de quelqu'un du dehors. Il y aurait peut-être un fédérateur, mais il ne serait pas européen. On pourrait aussi rappeler les bons mots du président Mitterrand, qui sur son lit de mort avait osé dire la vérité aux Français en des termes suffisamment guerriers pour qu'on puisse y voir une once de réalisme. Il avait dit « La France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec l'Amérique. Oui, une guerre permanente, une guerre vitale, une guerre économique, une guerre sans mort apparemment. Oui, ils sont très durs les Américains, ils sont voraces, ils veulent un pouvoir sans partage sur le monde. C'est une guerre inconnue, une guerre permanente, sans mort apparemment, et pourtant une guerre à mort. Alors quand les États-Unis rachètent nos fleurons, que ce soit les filiales d'Alstom, de Sanofi, ou bien des entreprises stratégiques comme la TECOR qui fabrique les missiles des navires français, finalement on s'habitue, on s'y plie. La TECOR fabrique pas les missiles, hein. La TECOR fabrique notamment les portes des avions, et pas que pour Airbus, mais la TECOR fait pas de missiles. Alors à force d'avoir des McDonald's, des chanteurs, des séries et des films américains, on va finir par le devenir des Américains, fidèles au fantasme de l'American Way of Life. Mais on sera pauvres. Et puis Coluche, il le rappelait d'ailleurs. Finalement, les pauvres, c'est indispensable. La preuve, les Américains en ont. Et c'est quand même pas par snobisme. Alors je vais vous dire, Xavier. pour aujourd'hui, pour Xavier, on va rebaptiser le qui c'est qui l'a dit en Who Said What. Who said what? Ah, c'est super, c'est super. Xavier, bravo. Xavier, bravo. Allez Xavier, merci en tout cas pour ce coup de gueule. On n'a pas le temps de réagir bien entendu, parce qu'à force de raconter des bêtises en ouvrant cette émission, on perd du temps. Dans un instant, oui, c'est Philippe. Il n'y a pas de spontanéité dans ce qu'il a dit. Si, enfin, c'est très écrit. C'est très bien écrit. Il a raison et c'est très bien écrit. Et il a tout à fait raison. Vous n'allez pas râler en plus. Allez, dans un instant, le réquisitoire du procureur. On parle de quoi? Bien sûr. On va dire du bien de Bruno Retailleau. Ça fait longtemps. Allez, à tout de suite. Il est passé d'Atal à la retraite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. On se demande si on va pas mettre des micros hors antenne. Je vous le dis, bienvenue dans Les Vraies Voix. Si vous venez nous rejoindre, je vous incite, si vous passez par chez nous, de venir parfois partager, vous installer là devant nous, devant le studio là à l'intérieur, pour écouter ces émissions et pour écouter les off, parce que les off sont souvent très passionnants. Voilà, ça en matière. Alors après, pour vous, ce serait pas beau de vous voir en off, et Philippe et Françoise et tous les gens disent ils sont comme ça dans la vraie vie. Bah ouais, ils sont comme ça. Mon Dieu. En tout cas, 0826 300 300 avec Philippe David. On est ensemble jusqu'à 19h. Dans un instant, les 3 mots dans l'actu, c'est avec Félix. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Félix. Bonsoir Cécile. On va parler de la bataille du budget. C'est parti en commission. Allez, je m'en vais. Non, allez-y. Mais qu'est-ce que vous avez ce soir? Allez-y. Vous voulez savoir ou pas de quoi je vais vous parler? Absolument. On n'est pas obligé. Il fait son chantage. Et en fait, on s'en fout. Non, pas du tout. Allez, de la bataille du budget, c'est parti en commission à l'Assemblée nationale. De Donald Trump qui écoute de la musique en plein meeting parce qu'il décrète que c'est plus rigolo que les questions-réponses qui l'ennuyaient un peu. Et puis de la journée du gaspillage, c'est aujourd'hui. Et on va voir qu'il y a du nouveau sur la lutte contre les gaspillages en 3 mots. Donc budget, musique et gaspillage. C'est marrant, voilà. Vous regardez quand vous dites gaspillage, c'est drôle. Allez, tout de suite, la parole est au proviseur. Les vraies voix Sud Radio. Le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. On peut recommencer l'émission du début parce que là, on est vraiment mal parti. Personne n'a rien pris. Je rassure les auditeurs. Et monsieur le procureur, bizarrement, vous allez dire du bien de Bruno Retailleau, ce qui vraiment a fait tomber tout le monde de son siège. J'aimerais n'avoir pas droit à des sarcasmes. À chaque fois que je fais référence au grand ministre Retailleau, il a fait 2 circulaires récemment. C'est horrible. Il a fait pour lutter contre l'immigration clandestine. Manuel Valls autorisait la régularisation de 30 000 clandestins par année. Et alors que Bruno Retailleau va faire 2 circulaires. Une circulaire pour le permettre le pilotage.
Le pilotage accru des préfets, la seconde circulaire très importante, ma chère Cécile, j'attire votre attention sur la gravité de celle-ci, la réalité du travail et de vrais critères d'intégration. Mine de rien, ça va permettre de réduire au compte-gouttes les régularisations que Manuel Valls précédemment autorisait. 30 000 régularisations par an. Voilà. François, il met en œuvre ce qu'il annonce. Oui, alors d'abord, excusez-nous d'abord auprès de Bruno Retailleau, c'est pas de vous dont on se moque, monsieur le ministre, c'est vraiment de Philippe Bilger. Non, on ne se permettrait pas. Qui est capable de passer de toutes les semaines et toutes les émissions. Il y avait un truc sur Gabriel Attal à l'époque. Mais maintenant, ça y est, c'est fini. Mais je continue, ma chère François, à trouver qu'il a du talent. Écoutez, bon, Bruno Retailleau, j'entends ce que vous dites. J'entends ce que vous dites. Il y a beaucoup d'effets d'annonce pour le moment chez Bruno Retailleau, les décrets, les circulaires, je veux bien tout ça. 2 circulaires. Oui, 2 circulaires. J'apprécie tout à fait sa capacité à Bruno Retailleau, si vous voulez, à donner des sucres au Rassemblement National, mais je lui dis... Je vous ai dit que c'était absurde bien sûr, il y a 2 jours. Je lui dis, mais vous pouvez recommencer mais pendant 20 ans, je lui dis juste qu'on court jamais assez vite pour rattraper le RN, c'est tout. Rapidement. Sébastien Ménard. On a perdu du temps. Complètement d'accord avec Françoise, avec un modulo, un petit sujet. Il y a quand même le sentiment d'une véritable sincérité dans les prises de parole de Bruno Retailleau, dans ses déplacements, et en tout cas dans sa manière d'adresser des sujets qui sont effectivement difficilement peu confortables, en tout cas pour l'ancienne majorité et pour une partie des Françaises et des Français. Donc vous êtes d'accord avec moi? Je suis d'accord avec vous. Il le fait avec une Bruno Retailleau, il n'y a rien qui est inconfortable. L'ancienne majorité relative, elle a voté la loi immigration écrite par Retailleau. Il n'y a rien d'inconfortable. Merci Françoise, merci monsieur le procureur. Tout de suite, les 3 mots dans l'actu, c'est avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu qui sont Félix, budget, musique et gaspillage. Oui, c'est parti pour la bataille du budget. 20 milliards de recettes à trouver, 40 milliards de dépenses à économiser, 1700 amendements déposés, un gouvernement divisé. Le RN vient d'annoncer qu'il ne le votera pas. Donald Trump interrompt les questions-réponses en pleine réunion publique pour se lancer dans une revue de ses musiques préférées. Le camp démocrate dit s'inquiéter pour sa santé mentale. Et puis, c'est la journée de lutte contre le gaspillage alimentaire. Des assemblées générales anti-gaspi vont bientôt s'ouvrir pour résoudre un paradoxe. On jette toujours autant, mais on donne de moins en moins. Les vraies voix Sud Radio. Des ministres qui menacent de claquer la porte si les coups de rabot se confirment. Une commission d'enquête sur le dérapage des déficits de ces derniers mois. 60 milliards d'euros d'économies à faire. La procédure d'adoption du prochain budget avait déjà tout pour être animée. La commission des finances entame aujourd'hui son examen avec 1700 amendements à examiner. Et aujourd'hui, Jordan Bardella annonce donc que le RN ne votera pas ce budget. Ce budget n'est pas un budget de rupture. C'est un budget qui fait les poches de la France du travail, qui va faire peser sur nos compatriotes, sur les classes populaires et les classes moyennes, une augmentation des taxes de l'électricité, une augmentation du coût du travail. On nous parle même d'augmentation des prix du gaz avec des aberrations, le déremboursement d'un certain nombre de soins. Et plus largement, il n'y a aucune réforme structurelle dans ce budget. Donc le Rassemblement national ne votera pas ce budget parce que précisément le vote ou non d'un budget détermine quels sont les partis politiques qui sont des partis d'opposition ou des partis qui sont dans la majorité. Il n'y a rien de plus politique qu'un budget. Jordan Bardella tout à l'heure au salon de l'automobile. Françoise de Gois. Juste qu'il ne vote pas le budget, je le comprends parfaitement. C'est une vraie annonce, mais la base sociale qui a voté pour Jordan Bardella ou Marine Le Pen ne peut pas accepter un tel budget. La seule question politique qui se pose, c'est est-ce qu'il va donc passer au 49.3 ce budget, évidemment. Est-ce que le RN votera ou pas la censure? C'est exactement la question qui se pose. C'est la seule question qui se pose. Tout le reste, c'est de la littérature. Sur le budget, j'ai lu un excellent rapport de l'OFCE qui est très inquiétant sur la nature même de ce budget et sur les résultats qu'on est en droit d'attendre. Même ça m'inquiète. Oui, je sais. Sébastien Ménard. Moi, ce qui m'étonne un petit peu, c'est que le Premier ministre Michel Barnier a dit que le budget, il l'avait monté en 15 jours, qu'il était évidemment perfectible et qu'il était amendable sur un certain nombre de points. Ce qui m'étonne, c'est qu'effectivement, on est déjà des groupes parlementaires qui disent voilà, on n'est pas d'accord et on va s'y opposer. Qu'ils proposent une alternative, qu'ils proposent des amendements. Ils sont tous dans les propositions. Il y a 1700 amendements, il y a la moitié de la gauche et la moitié de là, je réagis par rapport au propos de Bardella. C'est-à-dire que Bardella dit que tout de suite, il n'est pas d'accord, mais qu'il propose quelque chose. Pour l'instant, il ne propose rien. Le deuxième mot, musique, celle de Donald Trump qui a tenu à écouter en plein meeting. Oui, depuis une demi-heure environ, Donald Trump se livrait à un exercice de questions-réponses avec la salle lors d'un meeting en Pennsylvanie. Puis là, tout à coup, apparemment, il en a eu marre. Let's not do any more questions. Let's just listen to music. Let's make it into a music.
Allez, on arrête avec les questions, passons plutôt à la musique. Franchement, qui a envie d'écouter des questions là? Et puis, s'en est suivi une sorte de petite revue de ses différentes musiques préférées à Donald Trump, Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, mais aussi par exemple, James Brown, ou alors encore Sinéad O'Connor. Ou en passant par les Village People. Liste non exhaustive. Il y a eu aussi par exemple Elvis Presley, le tout avec à chaque fois Trump qui se balance, qui danse sur scène sur chaque musique. En réponse, l'équipe de son adversaire démocrate Kamala Harris questionne la santé mentale tout de même du milliardaire et ex-président. J'espère qu'il va bien, a sobrement commenté Kamala Harris en partageant la vidéo des exploits scéniques de Donald Trump. Notez que les sondages se sont largement resserrés quand même entre eux. Le match est plus serré que jamais, quand pourtant la démocrate semblait avoir un net avantage il y a quelques semaines quand elle s'est lancée dans la course. Vrai, ça me rappelle une interview de Gorbatchev quand il avait quitté le pouvoir, lui avait dit est-il vrai qu'il est raisonnable qu'il est réveillé 2 heures par jour? Il avait dit oui, mais pas tous les jours. Allez, le troisième mot. Troisième mot, gaspillage, puisque c'est aujourd'hui la journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire. Avec un constat en forme de paradoxe des gaspillages qui ne reculent pas en France, 4 300 000 tonnes jetées par an, mais pourtant des dons aux banques alimentaires qui, elles, sont en repli. Ce constat, c'est celui de Commerso, un organisme spécialisé dans la valorisation des invendus. Et nous sommes avec son directeur communication et marketing pour en parler. Bonsoir François Vallée. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Comment ça s'explique cette baisse des dons aux banques alimentaires alors qu'on jette encore autant, voire plus? Est-ce que vous estimez pouvoir y remédier? Alors effectivement, on constate un décalage entre d'un côté un gaspillage en France qui reste prédominant. Vous le disiez à l'instant, 5 millions de tonnes qui sont encore jetées tous les ans, et d'un autre côté donc des dons aux associations qui baissent. Aujourd'hui, ça s'explique par le fait que globalement, les dons baissent, si vous voulez, parce que les entreprises sont de mieux en mieux organisées pour lutter contre le gaspillage. Elle s'équipe de solutions diverses et variées. Pour autant, il y a encore un effort conséquent qui reste à faire et un gaspillage qui reste absolument prédominant. Donc, en synthèse, si vous voulez, les choses avancent en termes de lutte contre le gaspillage en France, mais on a encore un énorme travail qui reste à faire et qui est devant nous. Et elle pourrait continuer à avancer. Il va y avoir une annonce, il y a une annonce aujourd'hui pour cette journée de lutte contre le gaspillage avec des assemblées générales dans quelques mois anti-gaspi. Tout à fait. Monsieur Guillaume Garot, député et ancien ministre, a annoncé ce jour la tenue d'états généraux de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc ces états généraux auront lieu le 13 mars prochain. Et si vous voulez, l'idée c'est de mettre autour de la table l'intégralité des acteurs et de la filière, donc entreprises, fabricants, distributeurs, les associations, les acteurs comme Commerso qui luttent effectivement contre le gaspillage. Et l'idée c'est de sortir de ces états généraux avec une nouvelle ambition, des objectifs et des moyens pour continuer d'avancer dans la lutte anti-gaspi. Parce que, voilà, comme je le disais, énormément de choses restent encore à faire en France aujourd'hui. Alors, très peu de temps, mais Philippe Béchard J'ai l'impression que, à part quelques malades, tout le monde est indigné par le gaspillage alimentaire, mais on ne trouve pas les moyens de l'éviter. Alors effectivement, c'est aujourd'hui, depuis la loi de 2016, la loi Garot de 2016, il y a eu une prise de conscience collective assez conséquente. Tout le monde est scandalisé effectivement par le gaspillage, le grand public, les entreprises, etc. Et pour autant, on voit bien que c'est pas un sujet simple à résoudre. Il y a effectivement besoin de mettre en place, notamment dans les entreprises, des process, une organisation. Il y a aussi une sphère de pédagogie, tout à fait. Il y a aussi un gros enjeu sur la conformité légale, puisque typiquement, si on reprend l'exemple des dons, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises font des dons aux associations par elles-mêmes, mais finalement, encore peu aujourd'hui sont totalement conformes par rapport au cadre légal. Donc, c'est pas un sujet simple, et si c'était simple, on n'aurait plus de problème aujourd'hui. Je peux vous assurer que dans la rédaction de Sud Radio, quand il y a des gâteaux, il n'y a pas de gaspillage. Merci beaucoup, François Vallée, directeur de la communication et du marketing à Commerso. Voilà, et on vous incite effectivement à faire attention à ne pas jeter, ou alors si vous pouvez les transformer ou les donner, c'est aussi bien. Merci beaucoup, Félix Mathieu, pour ce moment de grâce. Oh là, carrément. Avec plaisir. Attendez,
Avec plaisir. C'est la base. C'est la base. Plaisir partagé. Bien sûr. Allez, dans un instant, retour sur un témoignage poignant. La sœur de Samuel Paty qui déplore que rien n'a changé malgré les hommages et les drames successifs. La menace est-elle encore vraiment à l'heure du jour? Oui, alors parlons vrai. Craignez-vous qu'il y ait d'autres Samuel Paty ou Dominique Bernard? L'école peut-elle redevenir un sanctuaire? Et à cette question, a-t-on tiré les leçons de la mort de Samuel Paty? Vous dites non à 98%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Stéphane Simon sera avec nous dans quelques instants pour ce documentaire Au nom de mon frère, les derniers jours de Samuel Paty. Bonsoir Stéphane Simon. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que ce documentaire, c'est le plus marquant de votre carrière? C'est à l'évidence le plus marquant parce qu'il est à la fois très sensible, et il est sensible évidemment par la personnalité de Michael Paty que l'on a accompagné pendant 2 ans durant son combat, ce qu'elle fait de la mort de son frère. C'est évidemment le plus touchant parce que on a tous été collectivement marqués par la mort de Samuel Paty, dont on fête aujourd'hui le 4e triste anniversaire, on va dire. Et puis, c'est aussi un documentaire qui est marquant parce qu'il a fallu enquêter là où les autres n'étaient pas allés, c'est-à-dire il a fallu soulever dans les recoins de l'administration de l'éducation nationale, il a fallu soulever aussi les voiles que l'on ne voulait pas voir du côté du ministère de l'Intérieur. On va en parler. Et essayer de cheminer, de godiller dans l'administration française. On en parle dans un instant, vous bougez pas. 0826 300 300, vous voulez poser des questions, vous êtes bien entendu les bienvenus. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Si j'avais pu refaire ces vraies voix du jour, aujourd'hui, j'aurais pris Philippe Bilger, j'aurais pris Françoise de Gaulle, j'aurais pris Sébastien Maynard. Ah bah ils sont là. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Comme quoi, comme quoi, quand le rêve devient réalité, c'est quand même fou. Ça va Philippe David? Ça va très bien. L'émission a démarré sur les chapeaux de roue. Il n'y a pas d'autre mot. C'est le moins qu'on puisse dire. Attention aux sorties de route. Pour l'humanité. 0826 300 300 sur le numéro de téléphone avec Aude qui vous attend bien entendu. Allez tout de suite le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Dominique Bernard, poignardé à mort devant son lycée. C'était il y a 1 an, le 13 octobre 2023. Ce 16 octobre 2020, Samuel Paty va être poignardé puis décapité par Abdullah Kanzorov. Il avait cette foi dans l'école, mais chevillé au corps. Je pense qu'il était convaincu que les choses étaient mises en place pour lui, pour sa sécurité. Parce qu'on lui a dit. Ils ont le courage de défendre les valeurs de la République et de vouloir protéger leurs élèves. On les oublie pas, c'est pour ça qu'on est là, on ne les oubliera pas. Donc je ne vois pas pourquoi ces offensives qui sont de plus en plus fréquentes et qui tentent de pénétrer de plus en plus l'école ne passeront pas encore à l'acte à un autre moment. Rien n'a changé, nos ennemis ont encore gagné du terrain, déplore la sœur de Samuel Paty. Elle s'exprime dans un documentaire diffusé ce soir, au lendemain de l'hommage dans les établissements scolaires de Dominique Bernard et Samuel Paty, les 2 enseignants assassinés, Philippe. Alors parlons vrai. Les minutes de silence non respectées montrent-elles que nous sommes loin d'être au bout de nos peines? Est-ce que l'assassinat de Dominique Bernard n'a pas démontré que les leçons n'ont pas été tirées? A-t-on tiré les leçons de la mort de Samuel Paty? Vous dites non à 98%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Stéphane Simon, que vous connaissez bien à Sud Radio, auteur du livre Les derniers jours de Samuel Paty, enquête sur une tragédie qui aurait dû être évitée chez Plomb. Et ce documentaire ce soir Au nom de mon frère, les derniers jours de Samuel Paty. Merci Stéphane Simon d'avoir accepté cette invitation. À cette question, est-ce qu'on a tiré, selon vous, Philippe Bilger, les leçons de la mort de Samuel Paty et de Dominique Bernard, bien entendu? Alors je me sens vraiment très modeste pour avoir une réponse péremptoire. Je pense que les tragédies criminelles odieuses ont permis une prise de conscience, mais je ne suis pas persuadé, et tout à l'heure j'entendrai avec plaisir Stéphane Simon répondre à ce questionnement, qu'on ait mesuré à quel point les 2 professeurs tragiquement assassinés ont été laissés dans leur solitude alors qu'on leur avait promis protection et assistance. J'ai l'impression que cette femme, la sœur de Samuel Paty, qui n'a jamais dit depuis
qu'elle s'exprime la moindre absurdité qui est d'une intelligence et d'une clairvoyance absolue, a mis en avant le fait que son frère, contrairement aux engagements, avait été laissé dans une totale solitude. Françoise Degois. Oui, moi je vais être un peu plus péremptoire que Philippe. Je pense que non, ça ne nous a pas servi de leçon. J'ai une grande admiration pour la sœur de Samuel Paty. Je dois dire que Emmanuel Macron, que je critique beaucoup, quelle élégance, et quelle quelle intelligence. Elle est infirmière, je crois, aux urgences. Ouais. Elle est formidable, cette femme. Je dois dire qu'Emmanuel Macron, que je critique beaucoup, avait fait pour moi le plus beau discours de ses 7 ans. Au revoir, monsieur le professeur. Qu'il a reposté ce matin. Qui m'avait tiré les larmes. Hein. Je me souviens, alors pour que Macron me tire les larmes, c'était... Et je suis plus dur que Philippe. Je pense que on a tiré les leçons de rien quand on est capable, comme nous le disait Jean-Michel Fauvergue, nous le rappelait il y a 2 jours, de mettre 4 ans à tourner en rond, si vous voulez, pour baptiser du nom de Samuel Paty son propre collège. Quand on voit la solitude des enseignants, quand on voit aussi les charges et les attaques de plus en plus violentes, je suis d'accord sur la conscientisation de l'opinion, mais je pense que ça n'a pas suivi dans les faits sur le plan de l'État, malheureusement. Sébastien Ménard. Ben moi, je vais vous prendre à contre-pied. Je pense qu'on a tiré une leçon, en fait. Je pense que les Françaises et les Français ont tiré une leçon de ces drames absolus qui se sont déroulés. C'est que la puissance publique n'est pas capable aujourd'hui. Non, mais je le dis. Et donc, on peut tirer cette leçon-là. On est totalement incapable de protéger les fantassins de la République, celles et ceux qui, quelque part, incarnent au mieux cet idéal républicain auprès de nos enfants. On n'est pas capable de les défendre. On n'est pas capable, encore aujourd'hui, quelque part, de mettre un terme à cet extrémisme religieux, mais qui repose d'abord sur de la bêtise crasse, parce que c'est quand même ça. Oui, je suis d'accord. Oui, bien sûr. La radicalité. Et donc la leçon, moi je la prends pour moi, je sais pas si d'autres la partagent, mais la leçon c'est celle-là. Et voilà, donc c'est l'impuissance quelque part parce que le manque de courage. Mais c'est l'impuissance qui repose sur effectivement un manque de courage, une démission totale. Voilà, donc on peut s'indigner, on peut organiser des rassemblements, des déplacements ministériels, des marches etc. blanches. Mais que fait-on ? Stéphane Simon, que fait-on ? C'est ça le problème. On parlait de courage politique. Il est où ce courage politique aujourd'hui ? Il manque, à l'évidence, mais simplement, il ne faut pas non plus rejeter toute la responsabilité sur les édiles politiques. Il y a aussi une nécessité d'un sursaut collectif aussi. Moi, je dirais que évidemment, les leçons n'ont pas été apprises depuis la mort de Samuel Paty. On a vu d'ailleurs que l'année dernière, à la même époque, le 13 octobre dernier, Dominique Bernard succombait à Arras. On a vu, il y a quelques jours, à Tourcoing, une jeune femme non seulement vouloir imposer le voile à l'intérieur de l'enceinte scolaire, mais en plus taper sa propre professeure. Oui. Donc on voit qu'il y a toujours, et toujours au moment d'octobre d'ailleurs, la fameuse date anniversaire, triste anniversaire de Samuel Paty, eh bien il y a des offensives de l'islam politique pour essayer toujours de s'attaquer. Il faut savoir que c'est un projet qui est écrit depuis 30 ans par les frères musulmans. On s'attaque à l'école de la République parce que c'est le lieu de la fabrication des esprits, c'est le lieu où on fabrique l'esprit critique, c'est le lieu où entre guillemets, on démusulmanise une partie des élèves pour les rendre de petits citoyens de la République française, et c'est évidemment un lieu où les frères musulmans aimeraient exercer davantage d'influence, ou au moins faire semer la terreur de manière à ce que on ne parle plus des sujets qui fâchent ces islamistes. Et alors, si je dis que pas seulement les responsables politiques doivent faire le véritable bilan, le véritable travail critique de leurs responsabilités, je pense aussi que certains professeurs manquent aussi de courage. Quand un professeur est attaqué, comme on l'a vu dans l'affaire Samuel Paty ou dans l'affaire Dominique Bernard, il faut davantage de courage des professeurs, il faut pas de soutien. C'est terrible de voir, si vous voulez, que dans beaucoup de
d'entreprises privées, eh ben on parle de l'esprit de corps. Eh ben l'esprit de corps, malheureusement, il existe assez peu. Je m'en suis rendu compte au fil de cette enquête, il existe assez peu. Je ne suis pas d'accord parce que dans la dernière affaire voilée de la semaine dernière, pardonnez-moi, mais les professeurs ont été super solidaires de la prof qui en plus a mis une claque à l'élève, etc. Ils ont été là. Ils ont super solidaires. Si, ils ont été. Pardonnez-moi, mais à mon tour excusez-moi, l'information du Figaro était totalement fausse. D'ailleurs, ils l'ont retirée. Le Figaro a annoncé qu'il y avait des professeurs qui manifestaient en solidarité avec les élèves. Ça n'est pas vrai. Ils ont été entièrement solidaires. Et moi, je trouve que ça, c'est assez fort. Alors moi, je vais vous donner d'autres exemples plus récents. C'est-à-dire que lundi dernier, c'était la journée hommage à Dominique Bernard et à Samuel Paty. On nous a dit que cette minute de silence avait été relativement bien observée, mais il faut savoir qu'il y a énormément de professeurs qui ont fait jouer leur liberté pédagogique pour ne pas faire cette minute de silence. Et il faut savoir aussi que des consignes extrêmement vaseuses avaient été données, libre à chacun d'organiser cette minute de silence. Et on voit bien quand le cadre est mou, eh bien derrière la proposition est faible. C'est normal qu'ils aient peur. Vous vous rendez compte un peu? Il y a beaucoup d'écoles qui n'ont pas fait cette minute de silence. Vous le savez aussi. Et c'est en ça que je dis que ça manque un peu d'esprit de corps. Je crois qu'aujourd'hui, il y a quand même une prime quand on dit il faut être un tout petit peu plus ferme sur l'application de la loi de 2004 et non, l'abaya ne rentrera pas à l'école, eh bien on voit que quand une consigne claire est donnée, eh bien des résultats sont obtenus. La plupart du temps, malheureusement, ça s'arrête là et c'est regrettable parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, dans nombre de matières, de disciplines, et je pense en particulier à l'histoire-géographie dont est issu Samuel Paty, eh bien, on n'enseigne plus un certain nombre de choses. On voit bien que la liberté d'expression, c'est difficile de tenir ces cours-là, c'est difficile de parler de la Shoah aussi, vous le savez. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de professeurs qui pratiquent une forme d'autocensure qui est regrettable. Ça réagit beaucoup au 0826 300 300. Bonsoir Xavier de Florac, notre vraie voix du jour, et après on partira à Mont-de-Marsan. Ok, effectivement, Philippe David, si la TCOR ne fabrique plus de missiles, les frères musulmans, eux, fabriquent bien des islamistes. Et moi, je suis professeur, vous voyez, j'ai enseigné en lycée professionnel, aujourd'hui j'enseigne uniquement en BTS. Et c'est vrai que, de mon point de vue, il y a des mesures aussi concrètes qu'on pourrait peut-être mettre en œuvre. Alors, ça paraît peut-être un peu fou ce que je vais dire, mais moi, je ne serais pas contre qu'on mette des portiques de sécurité à l'entrée des établissements. Ouais, très bien. Parce que, comme dans les aéroports. Très bien. Bien sûr. Il y a des jeunes. Il y a des jeunes, ils peuvent être armés, mais ils savent même pas pourquoi. Ils ont 14-15 ans. Xavier, je vous coupe, Samuel Paty a été tué dans la rue, hors de l'établissement scolaire. Hein, donc ça n'aurait pas solutionné le problème. Dominique Bernard, oui, mais là, non. Oui. Alors après, c'est vrai, vous avez raison. Mais attention, je voudrais aussi rappeler quand même que Agnès Lassalle, par exemple, on n'en parle pas beaucoup, mais Agnès Lassalle s'est fait assassiner en classe par un élève dérangé à Saint-Jean-de-Luz. Et finalement, ce n'était pas un islamiste, c'était quelqu'un qui avait des problèmes de santé mentale. Absolument. Ce que je veux dire par là, c'est qu'attention, la société devient de plus en plus violente. L'école est à l'image de la société, elle devient de plus en plus violente. Et la religion, parfois, est un prétexte à l'exercice de cette violence. C'est vrai, super. Ne bougez pas, Xavier. 0826 300 300, Loïc Ludovic de Mont-de-Marsan, pardon. Bonjour, Ludovic. Bonsoir, Ludovic. Bonsoir, je vais voir. Pour moi, on n'a rien appris déjà depuis Charlie Hebdo, bien avant Samuel Paty. Après, l'assassinat de Dominique Bertrand a prouvé également qu'on n'avait rien retenu de Samuel Paty. Quand j'entends Emmanuel Macron parler de combat de la liberté, mais à mon sens, il est déjà complice, ainsi que les précédents gouvernements, à travers la politique de l'excuse qui a été menée, où on n'a pas nommé l'ennemi, on ne l'a pas combattu. Déjà, l'ennemi aujourd'hui, c'est l'islamisme. Il faut pas se le cacher. Donc, tant qu'on continuera sur cette politique-là, je suis désolé, on n'avancera pas. Et il y a liberté d'expression, la liberté de penser, elle est unique, elle est absolue. Enfin, elle est absolue, ou sinon elle n'est rien. Pour paraphraser Luc Ferry. Merci Ludovic, restez avec nous. Oui, c'est bien. Stéphane, Simon, si vous le permettez, à votre avis, tout ce que vous avez si bien décrit et que la sœur
dont on a parlé tout à l'heure, si intelligemment et émotivement expliqué. À votre avis, est-ce que la responsabilité principale relève d'un islamisme rampant ou ostentatoire, ou bien c'est tout simplement la dégradation inévitable d'une civilisation qui, aujourd'hui, par exemple, trouve presque acceptable que des élèves frappent leurs professeurs? Moi, je crois que là où l'islamisme progresse, c'est là où nous faisons montre de beaucoup de faiblesses. Que si nous étions un tout petit peu plus collectivement organisés, un tout petit peu plus vigilants sur ces questions-là, l'islamisme ne progresserait pas. Je pense sincèrement que à chaque fois que l'on est faible, et dans l'affaire de Samuel Paty, ce qui saute aux yeux, c'est la faiblesse même de la principale, qui va immédiatement recevoir, alors que l'on sait que c'est sur la foi d'un mensonge, d'une dénonciation calomnieuse qui a été condamnée d'une élève, elle va recevoir tout à fait cessante le père de famille, plus quelqu'un qui s'autodésigne chef des imams de France, et on leur déroule le tapis rouge et on les fait et on les reçoit comme si c'était urgent de recevoir ces gens-là. Et pardonnez-moi, là il y a un problème de fermeté. Moi je tape pas sur la proviseure. Excusez-moi, moi je vous trouve trop dur sur la proviseure, sérieusement. Ils ont tous été lâchés par le rectorat. Ils ont tous été lâchés. Je pense que la proviseure elle fait ça parce qu'elle essaie de... Vous imaginez, mettez-vous 2 minutes à sa place. Vous êtes trop dur. Franchement, je vous trouve trop dur et trop tranché. Trop tranché. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est trop dur. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Je dis ça aussi parce que la proviseure a rempli les fameuses rapports d'alerte qu'elle remplit. Elle désigne comme responsable Samuel Paty. À un moment où on sait que Samuel Paty est désigné par une jeune fille qui n'a pas assisté à son cours et donc vous saviez ça? Non, je ne le pense pas. C'est dans l'enquête. Mais bien sûr, il y a des erreurs. Françoise, ça sert à rien. Il a raison. Ce qui est important, là où Stéphane Simon, pardonnez-moi, mais tout à l'heure je reviens sur ce que vous disiez, c'est pas la responsabilité des édiles politiques, la réponse est oui, ce sont les politiques qui doivent donner des consignes. Oui, bien sûr, mais pas que. Avec les directeurs d'académie, on ne peut pas uniquement s'indigner a posteriori, on ne peut pas. Mais non, mais c'est toute une chaîne. C'est toute une chaîne. Non, si t'es lâché par ta hiérarchie, tu sais pas ce que c'est l'éducation. Si t'es lâché par ta hiérarchie, tu as peur. Si vous avez... t'as le droit d'avoir peur. Il faut quitter son poste et dire vous mettez quelqu'un, mais vous ne désignez pas la tête de quelqu'un. Tu peux pas faire comme ça, c'est pas ce qu'elle a fait. On ne peut pas tourner l'histoire de la première comme ça. Je termine. Si vous avez... Stéphane Simon, je vais juste terminer parce que ce fait partie de ma carrière. Quand vous avez un ministre qui est suffisamment solide, suffisamment courageux, il est capable, quelque part, vis-à-vis d'une administration, fut-elle un peu réticente, d'imposer ses choix. Allez, le mot de la fin avec Stéphane. Alors, je suis pour qu'on se mette tous d'accord. C'est dans l'affaire Samuel Paty, c'est du haut en bas de l'échelle des responsabilités qu'il y a eu des défaillances. Moi, je pense qu'effectivement, il faut que les ministres soient plus clairs dans leurs directives et plus fermes sur les principes. On est d'accord. Mais c'est à l'échelon intermédiaire, les principales, qu'il y a aussi un problème parfois de mauvaises habitudes. Depuis quelques années déjà, on fait un peu trop la part belle aux parents d'élèves qui récriminent, et les professeurs parfois manquent un peu de solidarité entre eux. Et si simplement on arrivait à corriger un peu tout ça, ça irait forcément un peu mieux. Je crois qu'on serait tous d'accord là-dessus. Merci beaucoup Stéphane Simon, auteur du livre Les derniers jours de Samuel Paty, une enquête sur une tragédie qui aurait dû être évitée chez Plon, et puis ce documentaire ce soir sur C8, Au nom de mon frère, je vais y arriver, les derniers jours de Samuel Paty, et je vous rappelle qu'on vous retrouve bien entendu tous les samedis à partir de midi jusqu'à 13h, l'affaire dans l'affaire. On vous retrouve samedi? Merci beaucoup. Absolument. Et on sera tous devant C8 ce soir. Vous restez avec nous dans un instant, le qui c'est qui l'a dit, un peu plus court, mais ça va être bien quand même. Sud Radio, votre avis fait la différence. Merci à Sud Radio de pouvoir m'exprimer et pour la qualité de vos informations. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix tous les jours de 17h à 19h, mettez vos pendules à l'heure, voilà, comme ça vous
Vous êtes là, vous n'êtes pas en retard. C'est comme un œuf à la coque, tu vois. C'est tout de suite. C'est combien déjà 3 minutes l'œuf à la coque? Oui. Ouais, c'est ça. Alors ça dépend. Non. Alors, ça dépend. Mollet ou à la coque? Non. Ouais, À la coque, c'est 3. À la coque, c'est ça. Mollet, c'est 2. Oui. Voilà. Non, Ouais. c'est Non, 4. c'est 4. Ouais. C'est 4. Alors Merci. on a le sens du débat ici, Oui. je vous le dis tout de suite. Allez, tout de suite, Xavier, vous êtes avec nous? Oui. Il faut lancer Ah, le bien sûr. jingle. Ok, alors le jingle, c'est moi qui vais le lancer, et donc je vous dis ça simplement. Dans un jeu, il y a des perdants, et les autres sont des chanceux. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Ah, il est trop bon ce Xavier. Excellent Xavier, bravo. Mais je demande à Maxime de nous faire le meilleur des lancements. Mais ça va venir, ça Celui-là, va il est venir. bien. Celui-là, il est bien. Allez, on y va, on n'a pas beaucoup de temps. Qui c'est qui l'a dit? 2 points les amis. Emmanuel Macron ne comprend rien à ce qu'est Israël. Xavier. Manuel Valls. Bonne réponse de Xavier, qui engrange 2 points. Il est fort. Qui c'est qui l'a dit à 3 points, Xavier? On redresse nos comptes. Michel Barnier. Non. Antoine Armand? Non. Gabriel Attal? Bonne réponse, Ah, Laurent Saint-Martin. Philippe Bilger engrange 3 points. 3 points. Question, qui c'est qui l'a dit 1 point? Un joint a le goût du sang. Xavier. Retailleau. Bonne réponse de Xavier. Il l'a dit hier, on me l'a pris en amont. on prend le Retailleau, vous Et prenez soyez le- sur le coup. Taillot, Mais en vrai, c'est Retailleau, mais il a pris la phrase à Dupond-Moretti. Hein. Et oui, c'était la phrase Qui de Dupont. c'est qui l'a dit à 2 points, Xavier? L'équipe macroniste a mis la France en faillite parce qu'ils ont fait des cadeaux aux plus riches. Oh, facile ça. Aurélie Trouvé. Non. Manuel Bompard. Non. Non. Bah, Mélenchon. Bonne réponse de Sébastien Ménard. Marine Tondelier, Secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Ce matin sur Sud Radio. Question, qui c'est qui l'a dit 3 points. Le chômage n'a pas baissé, c'est de la propagande qui nous laisse penser que des cadeaux fiscaux aux actionnaires ont servi le pays, mais ils ont servi les dividendes. Xavier. Oh, ça c'est. François Ruffin. Non. Non. Jean-Luc Mélenchon. Non. Pas. Même Non. parti. Panneau. Bonne réponse, il a été plus rapide. Non, il l'a dit avant. Oh là. Moi, je l'ai pas dit. Ah, c'est dégueulasse parce que je vais finir avec Non, 0. il l'a dit un peu avant. On ne dit pas Oui, c'est dégueulasse. vrai, On dit c'est pas joli. On dit c'est pas gentil. Et tu es quelqu'un de raffiné dans son langage. Ouais, t'as raison, oui. Allez, elle est le raffinée, dernier. ouais. Qui Bientôt le c'est dernier. qui l'a dit à 3 points sur les normes agricoles, Xavier? On confine à l'absurde. La France veut laver plus blanc que blanc. On fait courir le risque d'éteindre des filières. Annie Genevard. Oui, ministre de l'Agriculture. Fort. Et le dernier, qui c'est qui l'a dit 2 points? Je n'ai aucun regret, je suis bien là où je suis, fidèle à des convictions et des valeurs. Xavier. Ah, je sais. C'est le centriste, là, Charles de Courson. Non. Bruno Le Maire. Non. Borne. Non. Darmanin. Non. Il a fait une coalition. Et il a Ciotti. Bonne réponse de Sébastien Ménard. Oh là là, et moi je Ciotti. finis avec 0. C'est la première fois que ça m'arrive. Oh la honte. Désolé, François. 7 points pour Sébastien Ménard. 6 points pour Xavier. Ah, bravo Qui a Xavier. été Ah, passé sur le vif. Valeureux. Philippe Bilger 3 points. Et moi, Françoise rien. Legois est attendu à l'accueil. Ça Non, devrait non, m'arriver. non. Vous n'êtes pas attendu à la compta, c'est pire. Et c'est vous qui allez payer. Merci beaucoup Xavier, merci d'avoir joué avec nous et merci Merci, les beaucoup amis. Merci à vous. pour Merci ces à petits vous, moments merci. de bonheur. Et vous avez une très jolie voix à Ah oui. l'antenne. Alors rappelez-nous vite, à bientôt. 0826 300 jusqu'à 300 jusqu'à 19h. On vous souhaite la bienvenue, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Mais qu'est-ce que ça passe vite le temps avec vous? Il est déjà 18h05. On espère que vous avez passé une excellente journée. La nôtre était plutôt pas mal, hein, puisqu'on savait qu'on la finissait avec vous jusqu'à 19h avec Philippe David, bien entendu. Ça va mon Philippe? Ça va très bien. Vous savez, j'ai un concept philosophique allemand qui revient là. C'est la Alors attendez, Schadenfreude. un concept philosophique Allemand, ok, c'est allemand, c'est la ok. joie malsaine, c'est quand on se réjouit de l'échec de quelqu'un. Et je sais pas, mais le 0 de Françoise de C'est la Gaulle, qui première c'est fois. qui l'a Ça, dit, me fait plaisir. Vous Et avez on a vu même ça un auditeur qui dit Fanny au comptoir, ma chère Françoise Oui, de mais Gaulle. ça, c'est Non, vrai. bah, c'est alors, Ludovic. excusez-moi Comment- Françoise, je vais me permettre de parler pour vous. Françoise parfois se met en retrait pour que les autres brillent.
Mais c'est vrai. Qu'est-ce que vous mentez mal? Bah, excusez-moi, mais franchement, vous êtes. De toute façon, vous êtes un débile. Donc, je veux dire. Ah, bah, c'est vrai. Non, mais je sais bien, je vois vos petits yeux cruels et fourbes. Votre joie malsaine, et vous avez presque. À travers ces lunettes noires. Oui, dans ces moments-là, vous ressemblez à Philippe Bilger. Regardez les petits yeux cruels. Elle est adorable. Elle vient au secours de toutes les faiblesses. Bah, moi aussi, les vôtres surtout. Moi aussi. C'est vrai. Dès que quelqu'un est dans l'embarras, alors que Philippe, il les écrase comme ça. Ah oui, Bilger est quelqu'un qui vole au secours des autres. Bah écoutez, alors vraiment, aujourd'hui, je sais pas ce qui nous arrive. Mais Françoise, vous n'avez pas remarqué que quand quelqu'un, voilà, regardez Sandrine Rousseau, bah, il la défend. Moi aussi, il la défend. Et moi, combien de fois je vous ai défendu? Enfin, combien de fois vous m'avez enfoncé aussi? Il vous a défendu de venir, c'est ça. Allez, le 0826 300 300, vous laissez des messages, on les écoute. Oui, là c'est Gérard de Colombe. Là, je vous appelle parce que je crois qu'aujourd'hui, le grand problème des politiques, c'est qu'ils ne savent faire que ça. Ils n'ont pas travaillé, disons, dans le privé. Hein. Alors moi, je proposerais que on limite les mandats politiques à une certaine durée, parce que il y en a, ils sortent de leur école politique et ils vont jusqu'à la retraite en étant politicards. Alors il faut arrêter le professionnalisme politique. C'est de moins en moins le cas. Je ne suis pas d'accord, déjà. Je pense que moi, je n'ai pas du tout ce point de vue. Je pense que la politique est un métier, un vrai métier qui s'exerce. Quand vous êtes un parlementaire, vous pouvez être un grand parlementaire. Regardez Charles de Courson, mais il y en a beaucoup sur les rangs de la gauche et de la droite, des très grands parlementaires. Je ne suis pas du tout d'accord avec, c'est vrai que c'est un métier. Avec cette idée. Regardez. On comprend ce qu'il veut dire tout de même, parce que il y a quelque chose. Regardez un Jacques Chirac qui n'a fait que ça toute sa vie. Je crois que faire autre chose à un moment donné, ça peut être une richesse. Je ne crois pas du tout. D'abord, Chirac finit super bien son mandat. Et c'est un type qui est détesté. Non, mais il le finit en tout cas. Il est à 1% dans les sondages, il se représente. Non, mais il finit. C'est le président aujourd'hui le plus populaire dans l'imaginaire français. Mais non, il fait l'écologie. Mais non, mais moi je suis pas d'accord. Vraiment, franchement, c'est du populisme au petit pied. Je pense que quand Macron dit soyez faire des... Regardez les amateurs qu'on a eu depuis 7 ans. Regardez des gens qui sont arrivés à l'Assemblée nationale en venant supposément de l'entreprise. Mais regardez le résultat catastrophique. Voilà, c'est tout. Sébastien Ménard. Moi, j'ai je ne tire aucune gloire de ça, mais j'ai cette double culture, puisque j'ai fait plus de 15 ans dans la fonction publique, à servir différents ministres, différents présidents, et je suis passé de l'autre côté de la manivelle, puisque je suis aujourd'hui entrepreneur. Mais t'as pas été élu, donc c'est pas pareil. Si, j'ai été élu local, je suis toujours élu local, donc je suis élu depuis l'âge de 20 ans, donc ça fait 25 ans que je suis élu. Oui, mais ça fait 25 ans que je suis élu, et j'ai quand même une petite expérience de vie. Tout ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, comme le dit Philippe Bilger, ça fait du bien de passer de l'autre côté. Bah oui. Parce que entre tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qu'on peut même décider ou conseiller de décider quand on est dans la sphère d'influence, quand on est conseiller, quand on est chef de cabinet, directeur de cabinet, on donne quelque part des conseils politiques parce que c'est notre vie, parce qu'effectivement la politique c'est un métier, mais quand on voit qu'effectivement on a des missi dominici de l'économie qui n'ont jamais dirigé une entreprise, on peut quand même se poser quelques questions. Donc je dis pas que je ne fais pas preuve d'un excès de populisme parce que j'ai moi-même été dans la haute fonction publique, j'ai moi-même fait tout ça, mais à un moment donné, quand on passe de l'autre côté, on se rend compte que la vie c'est peut-être pas tout à fait pareil qu'à Bercy ou au sein de la rue de Varennes. Allez, merci Ministère beaucoup. de l'Agriculture, Varennes. Et Matignon. Et les deux. Les deux. Et ministère de l'Agriculture. Ouais. Il y a quelqu'un hier, il voulait mordre quelqu'un d'autre. En tout cas, il voulait mordre tout court. Est-ce que Philippe David va mordre à nouveau? Alors, je crois qu'aujourd'hui, vous allez peut-être crier au fou, parce que je vais demander le retour d'un impôt. Non. Ah oui, et j'assume totalement. Alors qu'il y a 2 jours, vous vouliez le supprimer. Non, c'était pas 2 jours, c'était hier. Mais vous avez pris la foudre ou quoi? Hier, c'était un impôt que certains veulent créer que je ne veux pas. Mais moi, je veux le retour d'un impôt. Moi, je veux bien si vous le payez pour moi. Je suis sûr qu'il veut la taxe d'habitation, en fait. Je suis sûr. Moi aussi, comme Jean-François Copé, il est copéiste. Non, mais il est comme les tables de ping-pong, il est vrillé. Allez, à très vite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Chers amis, aujourd'hui les vraies voix, Philippe Bilger, Françoise Degois, Sébastien Ménard et Philippe David, qui rêvaient d'être populaires, et ce soir, ils rêvent d'être impopulaires.
Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village et aujourd'hui, ce sera sur le centre des finances publiques de ce même village. Lorsqu'Emmanuel Macron avait supprimé la taxe d'habitation sur les résidences principales, j'avais dit que c'était une énorme erreur et que les dindons de la farce allaient être les propriétaires via leur taxe foncière. Une taxe foncière dont la limite de paiement était hier et dont vous avez pu, pour l'immense majorité d'entre vous qui avaient la chance d'être propriétaires, apprécier l'augmentation. Mais problème, aujourd'hui il est flagrant que la suppression de cette taxe a mis nombre de collectivités locales en difficulté et qu'il va falloir recréer un impôt local. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Catherine Vautrin, la ministre des Territoires, qui l'a affirmé la semaine dernière devant le comité des finances locales. Une réalité confirmée par Jean-François Copé, qui a déclaré avant-hier « S'il faut recréer un impôt, c'est celui-là ». Oui, c'est celui-là, car les locataires bénéficient, comme le reste de la population, du ramassage des ordures, de l'entretien de la voirie, de la construction d'écoles maternelles et primaires et des équipements sportifs des communes. J'arrête là cet inventaire à l'après-vert et il n'y a donc aucune raison qu'ils ne participent pas à la construction et à l'entretien de ceux-ci. Alors oui, c'est hier soir, je n'ai pas pu m'empêcher de mordre en étrillant l'idée fumeuse d'un nouvel impôt sur les chiens comme en Allemagne. Je ne vais pas me faire que des amis, mais tant pis, je demande le rétablissement de la taxe d'habitation pour une simple et bonne raison de justice fiscale, mais aussi parce que les collectivités locales en ont un besoin impératif et que ce sont elles qui investissent dans des équipements qui boostent la croissance. J'ai eu peur à un moment donné que vous disiez je demande le rétablissement de la peine de mort. Non, mais c'est ce que je disais, vous devenez complètement copéiste, mais à la limite, je pense que c'est probablement la sagesse. Cette mesure, pardonnez-moi, a été totalement démago. Elle a permis d'ailleurs en grande partie, quand on regarde les intentions de vote et la façon dont les votes se sont faits, à Emmanuel Macron d'être élu en 2017, mais je suis d'accord avec vous. Sébastien Meyer, tu vas pas être d'accord. Ben là, non, je suis complètement d'accord. Ben non, je vais vous surprendre. L'élu local que je suis, oui. au moins 2 jours par semaine, ne peut être qu'aligné avec vous. Après que la taxe d'habitation ait été, pour un certain nombre de nos concitoyens, particulièrement injuste, parce que vous aviez des villes de banlieue, pas nécessairement bien dotées, bien protégées, etc., qui payaient plus cher qu'au centre de Paris. C'était ça, au départ, je dirais, l'intuition macronienne. Mais l'effet pervers de tout ça, c'est de traiter tout le monde de la même manière, c'est-à-dire d'annuler politiquement par clientélisme politique. Allez, je vais le dire, même si j'ai toujours soutenu le président de la République, mais là-dessus, je l'ai jamais soutenu. Parce qu'effectivement, ça a semé une zizanie folle. Aujourd'hui, on avait promis... Ne vous moquez pas, monsieur Philippe David. Non, c'est Cécile de Ménibus qui m'écrit des colibés. On avait promis aux collectivités locales de compenser à l'euro près. Oui, c'est pas le cas. C'est pas le cas. On a compté sur la sagacité fiscale des élus locaux qui ont évidemment fait progresser les taxes foncières, la part départementale, la part intercommunale et la part régionale. On imaginait aussi que les droits de mutation, vous savez, quand on vend des biens, etc., que ça viendrait compenser. La réalité, c'est que la crise de l'immobilier, avec l'explosion des taux d'intérêt, etc., fait que les droits de mutation ont fondu comme neige au soleil. Donc vous avez des tas de collectivités qui sont exempts. Philippe Bilger. Je ne vois rien à redire. Merci, Claire Saneur. Bon, voilà. Je vois que Cécile de Ménibus n'est pas du tout d'accord avec moi. Je ne vous lirai pas. J'ai écrit sur une feuille à Philippe, dis que tu regrettes ce que tu viens de dire. Et je vous passe les menaces qui sont à côté. Ça c'est la propriétaire terrienne qui parle. Je pense qu'elle va me mordre, mais plus que moi j'ai mordu hier. Monsieur, moi qui l'ai élevé comme une mère. C'est ça. Par rapport à vous, j'étais un teckel, vous êtes un pitbull. Je vais le devenir. Allez, tout de suite, quoi que je le suis un peu quand même. Allez, le tour de table de l'actu des vraies voix. À table, c'est vrai. On va parler de politique politicienne. Ouais, je peux ne qu'être d'accord avec Ciotti. Ah bon? Ça, c'est catastrophique, Thérèse. Comment dire? Alors là, n'importe quoi. Le tour de table. De l'actualité. Et notre Philippe Bilger. Oui, et vous n'aimez pas Jean-Michel Apathy et ses positions, mais vous ne voulez pas qu'on galvaude le terme de résistant. Oui, il y a une petite polémique qui n'est pas fondamentale à propos de l'émission Face à l'info sur CNews qui fêtait ses 5 ans, un anniversaire. Et à un moment donné, j'ai vu, nous sommes des résistants, nous défendons la liberté d'expression, et ça a été accouplé avec le chant des partisans. Et Jean-Michel Apathy s'est moqué de cela en pourfendant Christine Kelly, qu'il a trouvé grotesque. Alors, Jean-Michel Apathy, Philippe l'a dit, je ne l'aime pas du tout. C'est un homme qui
n'hésite pas à critiquer certains de tes confrères et parfois à vouloir leur exclusion du champ médiatique, mais sur ce plan-là, il a raison. Il faut arrêter d'utiliser le terme résistant pour tout et n'importe quoi. J'aime beaucoup ces news, mais il faut garder la mesure et mettre le champ des partisans avec ça, c'est du délire, quoi. Il faut être clair. C'était grotesque. Moi, j'avais presque honte pour Christine Kelly, qui en plus de ça est une femme dans la vie qui me paraît assez être intelligente. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils sont tous devenus fous. C'est galvauder les choses. Après, je vous laisse responsable des Jean-Michel Apathy. Il est quand même assez percutant, Jean-Michel Apathy. Hein, donc on est d'accord ou pas avec lui, mais moi, je j'aime pas critiquer de toute façon les autres journalistes. Ils font ce qu'ils veulent. Vraiment, je ne sais pas ce qui est arrivé. En tout cas, il compte dans le paysage. Ça, on peut pas je ne sais pas ce qui est arrivé à Christine Kelly, mais vraiment, honnêtement, ça vaudrait presque des excuses quand on sait l'histoire de ce chant, qui l'a écrit et pourquoi. Sérieusement, imaginez que CNews fait œuvre de résistance comme si dans notre pays, c'est ça mon problème, c'est d'essayer de faire, c'est complètement orwellien, quoi. C'est une vérité alternative, c'est faire croire que dans ce pays il n'y a pas une parole libre. C'est la tradition de la France. Je le crois, mais il aurait fallu le dire autrement. Mais non, la tradition, il y a une parole libre tout le temps partout. Non, moi je suis d'accord avec Françoise, il y a une parole libre. C'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Après, s'il vous plaît, les amis. Qu'après, je dirais la voix de CNews ou la voix d'autres médias soit pas la voix mainstream, la bien-pensance parisienne, ça c'est une chose. Mais de là à se dire on est en résistance, etc., je trouve ça un peu ridicule aussi. Ah ben là, on est d'accord. Ah oui, on est d'accord. Et bah tant mieux si vous êtes d'accord, moi je suis contente. Allez, Françoise Degois, coup de gueule sur le sondage du Figaro avec le Front Républicain. Je pense que, voilà, je suis pas du tout d'accord avec ce qu'a fait le Figaro. Je trouve ça lamentable. Un grand titre comme le Figaro, de toute façon, pour moi, et je vais vraiment le dire, et pourtant j'ai beaucoup de copains à l'intérieur, perd complètement ses chèvres et la boussole depuis les élections. On a bien compris que le Figaro avait pris le parti de Jordan Bardella, ça n'a pas fonctionné. Que fait le Figaro aujourd'hui? Sort un truc, mais c'est d'une indignité totale. C'est-à-dire qu'avec leur database, ils ont fait des camemberts. Voilà le résultat avec le Front Républicain, et voilà ce que ça aurait donné s'il n'y avait pas eu Front Républicain. Évidemment, comme par hasard, vous avez 252 députés. Mais je veux dire, petit 1, mais c'est honteux de faire ça. D'abord parce que ça ne correspond à rien, c'est inepte complètement. Vous ne refaites pas des élections après des élections. Ça, c'est le premier point. Imaginez, 3 mois après, où sont les dynamiques de campagne? Et vous arrivez, tout ça pour arriver à un camembert qui vous montre que machin truc aurait probablement été élu. Donc déjà, les résultats n'ont aucun sens. Le deuxième choix, la deuxième chose, c'est du trumpisme à l'état pur. C'est la vérité alternative. On a perdu, mais en fait, on a gagné. Parce que ce que montre le camembert, c'est 252 députés RN, 28 Sotti, vous faites l'addition et comme par hasard, il y a la majorité absolue. C'est indigne. Et pourquoi c'est indigne? C'est aussi prendre les électeurs pour des cons. Critiquer le Front Républicain, c'est dire qu'on a mis un fusil sur la tempe aux électeurs pour aller voter. Personne n'est, mais pas du tout, personne n'est allé dans les circonscriptions pour dire battez le Rassemblement National. Personne. Ça a été une campagne politique de la même manière que à 2 reprises on a élu Emmanuel Macron parce qu'on ne veut pas de Marine Le Pen. Il y a eu des consignes. campagne entre les deux tours, ça s'appelle une campagne. Mais ça n'a pas été une honte, ça s'appelle une campagne. C'est-à-dire que ce pays, mais il va falloir que vous le mettiez dans le crâne. Le Front Républicain, c'est le contraire de la vérité, de la sincérité. Ce pays ne veut pas de l'extrême droite. C'est tout. À 4 reprises, elle le dit. Mais on verra. À chaque fois, on dit mais on verra la prochaine fois. Voilà. Donc, personne n'a mis le fusil sur la tempe aux électeurs dans les urnes pour dire on veut pas de l'extrême droite. Ils l'ont fait. Mais matraqués de quoi? Vous avez vu le matraquage sur Bardella? Mais arrêtez ce cinéma. Vous prenez les électeurs pour des cons. Ce qui est certain, c'est qu'on avait, il y a eu une grosse dynamique pro Bardella, pro Le Pen, qui a été évidemment stoppée net par, je dirais, ce que d'aucuns diront un espèce de tripatouillage électoral. Mais pourquoi vous dites ça? Je vais aller au bout. Je ne dis pas que je n'y ai pas participé parce que j'ai moi-même fait participer à ce Front Républicain. Mais la réalité, c'est que j'ai aussi le droit de dire que c'est un tripatouillage électoral. C'est pas un tripatouillage. J'ai le droit de le penser. Et qu'à la fin de la fin, vous avez. Pourquoi vous dites ça? Mais parce que je le pense. Je veux l'argumenter. Pourquoi vous dites ça? Arrêtez de hurler. Parce que vous aviez une majorité de Français qui s'étaient exprimés au premier tour. Mais même avant ça, sur le scrutin européen, ils ont très largement plébiscité les idées que je combats, qui sont celles de Bardella Le Pen.
Pen. Mais comment mais pourquoi vous comptez sur un premier tour? Mais c'est incroyable. Je vais au bout. Et je vais au bout. Après, je suis d'accord avec vous. J'ai suffisamment d'expérience pour savoir qu'il y a des dynamiques de campagne qu'on néglige et qu'on méprise, mais qu'elles existent, bien réelles. Donc il y a du tripatouillage électoral, il y a une dynamique de campagne. Réel. Et puis on arrive. Et moi je suis très content que mes anciens copains LR aujourd'hui aient réussi à faire nommer un Premier ministre. Mais regardez quand même ce qu'on a offert aux Français. C'est-à-dire que vous avez les LR qui pèsent 5%, des voix françaises et qui ont aujourd'hui un gouvernement. Et voilà, vous aurez l'occasion de parler bien sûr juste après la pub sur un autre sujet en revanche, parce que là je pense qu'on s'est tout dit, hein. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix, tous les jours de 17h à 19h, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. En tout cas, si vous voulez vous amuser, apprendre des choses. Vous avez appris des choses aujourd'hui, Philippe Bilger ? Que je pouvais avoir le fou rire, alors qu'en général je suis ennuyeux comme la pluie. Un éclair de lucidité. Françoise, vous avez appris des choses aujourd'hui? Oui, j'ai appris, j'ai retrouvé mes jeunes années de radio avec ce fou rire inextinguible. Non mais vraiment, pour moi, c'est ce qui a marqué l'émission. Parce que pour le reste, j'ai appris que Philippe Bilger était un obsédé sexuel et assez frustré. Mais non, mais ça j'ai appris. Frustré, c'est horrible. Sébastien Ménard, vous avez appris un truc? Moi, j'apprends à m'amuser avec vous. Très bien. Mais écoutez, j'espère que les auditeurs, vous aussi, au 0826 300 300. Je ne parle pas bien sûr de Philippe David parce que je ne lui adresse plus la parole. Allez, le tour de table de l'actu. Sébastien Ménard, un drame à Paris avec un conducteur SUV qui écrase et qui tue un cycliste. Alors j'ai envie de dire un drame un peu prévisible quand on voit les difficultés qu'on a à cohabiter dans Paris quand on est en trottinette, en vélo, en scooter. En camion, quand on bosse ou quand on est en bagnole. Hier, un drame absolu, quasi sous mes fenêtres, puisque mes bureaux parisiens donnent à côté du boulevard Malesherbes. Et vous avez effectivement un cycliste qui a été renversé par une voiture. Jusqu'à là, j'ai pas envie de dire tout va bien, mais c'est un peu ce qui se passe tous les jours dans Paris. Sauf que le cycliste tape sur le capot de l'automobiliste et l'automobiliste lui roule dessus et tue ce cycliste, 27 ans, qui s'appelle Paul, en plein Paris. Voilà, sous les yeux de la fille de l'automobiliste. Donc, ce qui est un peu dingue, c'est que évidemment la responsabilité, elle sera probablement engagée. Je parle sous couvert du procureur, mais ça en dit beaucoup sur ce climat. De tension permanente et qu'on a réussi à créer, parce que finalement circuler en ville, en vélo, en moto, en voiture, etc., ça devrait être quelque chose en tout cas de normal, de simple. Il y a de moins en moins de bagnoles dans Paris, il y a de plus en plus de pistes cyclables. Bref, tout est normalement pensé et financé pour bien cohabiter, pour vivre ensemble. Je termine, ma chère Cécile, force est de constater que ça marche pas nécessairement très bien. Moi, j'aimerais bien que ça retombe pas sur les pompes d'Anne Hidalgo, cette histoire, parce que justement, Paris, pour bien connaître un certain nombre de capitales dans le monde, je pense que Paris, ce qu'elle en a fait, chacun peut être radicalement opposé, mais la réalité, c'est que les pistes cyclables sont extrêmement sécurisées. Alors, elles sont extrêmement fréquentées, mais la plupart ont des bordures de façon à ce que les voitures ne puissent pas passer, etc. C'est fait de façon remarquable. Moi, je pense que c'est lié vraiment à un tempérament, à un moment Tom absolument tragique. Mais la réalité quand même, c'est que à Paris, quand tu es cycliste maintenant et que tu fais la trottinette, ce qui est mon cas, tu peux quand même rouler de façon assez tranquille sur les pistes sécurisées. Un code de la route, Françoise. Oui, parce que les cyclistes font aussi n'importe quoi. Je veux pas. Moi, je vois. Ils grillent les feux rouges, ils sont en sens interdit. C'est alors en sens interdit, t'as tout à fait le droit parce que dans plein de villes, mais griller, ça c'est sûr. Allez, merci beaucoup Sébastien Ménard pour ce sujet qui est malheureusement terrible. Et l'info plus avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Demain se tient la 22e édition de la fête des entreprises, autrement appelée J'aime ma boîte, Félix. Oui, et le thème de cette 22e édition, c'est J'ai toujours aimé ma boîte et vous? Grande question. Alors pour y répondre, nous sommes avec Barbara Delaroche, directrice de la communication de cet événement J'aime ma boîte. Bonsoir. J'ai pas le temps. Vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas le temps. Non, c'est pas à nous que vous dites ça. Bonsoir Barbara Delaroche, vous nous entendez? Ouais, très bien. Et vous, Félix, formidable. À qui vous disiez ça? À votre mari? À qui vous disiez ça?
ça. J'ai pas le temps. Bon, Je alors, voudrais une augmentation. J'ai pas le temps. l'idée de J'aime ma boîte, c'est d'inciter les salariés, les employeurs à organiser un moment dans l'entreprise demain, Barbara Delaroche. En gros, un peu finalement dans l'idée comme la fête des voisins, mais entre voisins de bureau finalement. Absolument, mais avec la particularité que quand même que la fête des voisins, bon, c'est vrai que les voisins, c'est un petit peu comme les salariés, on les voit tous les jours, mais il y a quand même une dimension un petit peu plus solennelle cette année. C'est que les entreprises, on compte dessus, c'est quand même, on le sait, c'est le socle de la France. Et les salariés, ils ont envie vraiment de se retrouver parce que leur boîte, ils les aiment. Alors chaque année, on fait un sondage, mais cette année, le sondage OpinionWay révèle que quand même 89% des sondés, et j'attire votre attention parce qu'il y a des jeunes dedans, les 25-34, qui sont hyper attachés et qui aiment leur boîte et qui ont envie de travailler davantage. Donc oui, ils font la fête et ça, c'est partout en France. Demain. D'ailleurs, on lit sur le site de J'aime ma boîte que l'ambiance au travail est le facteur déterminant pour 99% des Français pour rester dans une entreprise ou pour en choisir une autre. 99% l'ambiance, c'est vrai ça? Il n'y a quand même pas que l'ambiance qui compte. Eh ben, je sais pas, j'ai envie de vous poser la question à votre avis, l'ambiance, si. Moi, je suis d'accord avec vous, Barbara. J'ai souvent eu d'autres propositions, par exemple, que Sud. Mais en fait, mais Sud, je reste à Sud. Bon, pas les Vrévois, pas Philippe Bilger, Philippe David. Non, blague à part, pour l'ambiance. En réalité, ce qui me retient dans cette boîte, c'est d'abord l'ambiance. Je témoigne directement là-dessus, vraiment. C'est génial et moi j'adore entendre ça parce que qui d'autre que le lien, parce que très bien le salaire, très bien les missions, mais qu'est-ce qui fait? C'est l'humain, c'est le facteur humain. Et ça, je crois réellement, en tout cas, il y a un engouement parce qu'on est attaché, parce que c'est quand même, au-delà, c'est même pas des voisins, on passe quand même le 2/3 de notre journée avec les confrères, les collègues, et que c'est vrai que le lien qu'on tisse, et je pense que l'évolution de la société fait que voilà, on vit beaucoup de choses, et la preuve, c'est que demain, je sais pas, on a des ouvriers qui font la fête, par exemple, BTP Savoie, qui amènent un DJ. Il y a Loiselet d'Agremont, dans les 20 agences un peu partout en France qui font des karaokés. Allez, un petit mot. G7, le groupe ADA. Un petit mot. En tout cas, les gens qui viennent ici chez nous disent tout de suite qu'il y a une ambiance particulière à Sud Radio. Sébastien Ménard, un petit mot. Un petit mot de patron que je suis, c'est en fait, moi je sais que c'est pas facile pour les salariés d'être tous heureux avec des patrons comme nous, mais c'est pas facile aussi pour des patrons que de rendre les salariés heureux. C'est un effort de chaque instant. C'est un vrai boulot. Ça, c'est sûr que c'est un vrai boulot. Merci beaucoup Barbara Delaroche, directrice de la communication de J'aime ma boîte et cette 22e. Merci, avec plaisir. Et 22e édition, j'ai toujours aimé ma boîte. Et vous, nous aussi, Félix Mathieu, vous en pensez quoi? Écoutez, j'aime ma boîte. Voilà. Allez. Enfin, on me l'a pas fait dire. Ne nous faites pas de regretter non plus. Et juste, on vous rappelle qu'à partir de 20h, les vraies voix du foot, on reviendra en tout cas, ils reviendront sur l'affaire Mbappé. Et bien entendu, ce sera à partir de 20h. On reste. Avec Tonton Maurizio et son équipe. Absolument, on fait une petite pause, on revient dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. Merci à vous pour la qualité des débats et le pluralisme que vous apportez, qui fait un bien fou à notre démocratie. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Tous les jours, nous choisissons les meilleurs pour commenter l'actualité. Elle se mouille pas. Sauf aujourd'hui. Je regrette sur ce que j'ai dit, j'aime ma boîte, je savais que j'allais le regretter dans 5 minutes. Je n'aime pas ma boîte. Je n'aime pas ma boîte, je n'aime pas ses animateurs, je vous déteste. J'ai une petite question, Philippe David, la taxe d'habitation. Vous voulez que je dévoile ce que vous m'avez écrit? Non. Vous voulez toujours la reprendre. J'aimerais bien. Mais moi, je pense que vous la payez pour tout le monde, que tout le monde sera content, tout le monde dira oui. Ça va faire beaucoup. Ça va faire, à un moment donné, il faut assumer ses envies. Bref, Philippe Bilger est avec nous, Françoise Degois et Sébastien Ménard. Je souhaite quand même dire que dans ce studio, il y a 2 animateurs, dont une qui traite l'autre pendant qu'il parle d'ordure. Je dis ça. Non, mais, je veux dire, il
il faut qu'on comprenne bien le tableau général de cette émission. Alors, vous voulez dévoiler les secrets, très bien. Ok, on va dévoiler. C'est pour ça que je riais pendant le coup de gueule. Laissez-moi finir, Philippe, je vais le dire, parce que tout vous voulez. Voilà. Pendant qu'il faisait son coup de gueule en disant oui, je veux rétablir la taxe d'habitation, donc je lui ai mis le montant de la mienne à l'époque, donc j'ai mis ordure, point d'exclamation. Et c'est pour ça que je riais pendant mon close que je voyais ça. Et dans un deuxième temps, je dis que tu regrettes. Mais je vous le dis, Française, Français, je ne céderai rien. Ma main ne tremblera pas. C'était un peu le SMS de Sarko. Hein. Un mot de toi et je reviens. Allez, tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Ce nouvel emballement autour du joueur star Kylian Mbappé après son passage à Stockholm la semaine dernière. C'est dans un hôtel du centre justement qu'aurait été commis un viol. Viol pour lequel la procureure confirme ce matin qu'une enquête est ouverte, mais elle ne cite pas le joueur. On nous parle d'une plainte, d'un dépôt de plainte, mais à cette heure, on ne sait même pas à l'encontre de qui. Il est particulièrement serein, mais en revanche, il est totalement éberlué de voir cette espèce d'emballement médiatique. Il ne comprend pas du tout ce qui peut lui être reproché de près ou de loin. Et pourtant, des médias suédois affirment que Kylian Mbappé serait bien visé par l'enquête pour viol à Stockholm après l'affaire des 2 rugbyman français en Argentine pour laquelle le parquet a réclamé un non-lieu. Cette affaire pose de nouveau la question de la preuve. Après la vague MeToo, vous le savez peut-être, la Suède a introduit la notion de viol par négligence. La passivité ne peut donc être considérée comme une preuve de consentement. Alors parlons vrai, va-t-on vers une judiciarisation de plus en plus fréquente des relations hommes-femmes, voire des relations sexuelles tout court? Est-ce une américanisation de la société à laquelle on assiste? Et à cette question, allons-nous vers des contrats de consentement dans les relations sexuelles? Vous dites pour le moment oui à 61%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et notre invité, c'est Sandrine Pégan, avocat spécialiste. Bonsoir maître, merci d'avoir accepté notre invitation. Philippe Bilger, c'est un sujet compliqué, difficile. Si je comprends bien, la question de Sud Radio, pertinente comme d'habitude, dépasse de très loin le cas de Kylian Mbappé. Ah oui, bien sûr. Moi, je trouverais évidemment très dommage que on tomba dans quelque chose qui relève d'une forme de contrat. Essayons d'imaginer le monde de l'amour, la carte du tendre, pour chacune des séquences fondamentales qui vont se dérouler de la rencontre au moment de l'assouvissement, avec des contrats à signer. Ce serait délirant. J'espère qu'on n'en arrivera jamais là, mais pour ne pas en arriver là, il faut d'abord comprendre que l'amour, c'est une délicatesse, c'est un mystère, c'est une recherche, c'est une difficulté, et en même temps que les deux parties le comprennent. Pas seulement les femmes, mais les hommes, bien évidemment. D'abord, les contrats de consentement, ça n'a rien à voir avec la carte du tendre. C'est un avocat qui disait ça hier, qui est avocat de grandes célébrités, de gens de méga stars, et qui disait tous mes clients ont un contrat de consentement quand ils partent en soirée. Donc, le contrat de consentement, il n'est pas question d'avoir un contrat de consentement dans les relations sociales. Cette expression est apparue hier dans le débat en disant je ne comprends pas pourquoi Kylian Mbappé n'a pas ça tout le temps, ce document sous la main à faire signer. Ça n'a pas grand-chose à voir ce qui s'est passé hors viol ou pas viol dans cette boîte de nuit, ça n'a rien à voir avec la carte du tendre et vous le savez parfaitement. Donc je pense que ça se pose pas sur les relations homme-femme, homme-homme, femme-femme, c'est pas ça le sujet. Le sujet, moi je continue à dire que quel que soit ce qu'on en pense, MeToo a été salvateur et je pense aussi que c'est générationnel. Je vois cet été, j'étais à table avec Génération Z, c'est les 30 ans et la génération avant, les 20 ans. Mais vous avez même des blagues, si vous voulez, un peu grivoises que devant la génération de 20 ans, vous pouvez plus faire parce que ils disent ça les heurte. Et ben moi je suis heureuse que cette génération soit heurtée. Moi je suis très heureuse qu'elle soit heurtée, vraiment. Sébastien Ménard. Moi je ne sais. Bravo la génération. Bravo, vous avez raison, Françoise. Moi je ne sais pas quoi penser. Et tu verras tes enfants, ça va être encore plus. Non mais vous avez raison, Françoise. Et je ne sais pas quoi penser parce que effectivement le fait qu'on ait pu libérer la parole de toutes celles et ceux qui ont pu, parce qu'il y a aussi des garçons qui ont été abusés, oppressés,
par cette espèce de carcan sociétal, par, je dirais, la puissance écrasante de quelques personnalités médiatiques, etc. Donc tout ça, vous avez raison, complètement raison, Françoise. Après, effectivement, on n'est pas dans ce que vous décrivez, Philippe Bilger. On n'est pas dans on va se compter fleurs bleues, etc. Et non, on est dans des histoires de cul. On est dans des histoires, on est dans de la consommation sexuelle, dans de la rencontre. Consentement. Voilà. Donc, et ce qui me gêne, c'est ça. C'est de se dire qu'à la fin de la fin, on arrivera avec une petite tablette, avec une petite appli pour dire t'es d'accord, t'es pas d'accord, mais attends, est-ce qu'il y a bien ta carte d'identité qui est enregistrée dedans, etc. Non, mais à l'extrême, on va vers ça. Et effectivement, je le déplore. Alors après, il y a, pardon de réagir aussi, il y a le consentement d'avoir une relation sexuelle et le non-consentement de certaines pratiques dans cette relation sexuelle. J'allais absolument émettre la même... Donc il faut un double... On cochera les cases. Sandrine Pégan, qui est avocat pénaliste, maître, j'ai envie de vous dire, est-ce que le mot « elle n'a pas dit non » n'est donc plus un argument recevable? Ce qui est le cas en droit suédois, a priori. Oui, justement, bonsoir déjà à toutes et à tous. La question que vous me posiez, à savoir se diriger vers la contractualisation du consentement dans les relations sexuelles, je vais vous dire le fond de ma pensée, c'est une hérésie totale. D'une part, parce que donc, concernant la matérialité de ce contrat de consentement, on parle chat, parlons chien. C'est-à-dire qu'en fait, concrètement, il va y avoir limite un huissier de justice, qu'on appelle maintenant un commissaire de justice, qui va devoir acter le consentement des deux parties. Mais figurez-vous que le consentement, vous pouvez le donner à un moment, et vous pouvez changer d'avis après. Bien sûr. Donc ce document ne vaut strictement rien. Quand on est technicienne du droit comme moi, je vous dis, juridiquement, ça ne tient pas. Et puis en plus de ça, si tant est qu'à un moment donné, on en arrive là, comme ça se passe en Suède, non pas par rapport au contrat, mais par rapport au fait que le consentement doit être prouvé, non plus par la victime, mais par l'accusé, comme quoi il s'est bien assuré du consentement éclairé et libre de sa partenaire. Si on devait en arriver là, ça ouvrirait la voie au contentieux. Regardez le contrat de divorce actuellement. Le contrat de divorce, vous voyez bien que c'est plus un jugement de divorce. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les deux parties, si elles veulent divorcer sur la base d'un consentement mutuel, c'est un contrat de divorce qui est acté par un notaire. D'accord ? Eh bien, figurez-vous que maintenant, il y a des contentieux concernant le vice du consentement. Parce que ce document que vous avez signé, qui ne nous dit pas que finalement, votre consentement a été vicié, qu'il a été usurpé par de la violence, par de la contrainte, et que ça ouvrirait encore un contentieux. Donc c'est pour ça que, selon moi, aujourd'hui, aller vers une contractualisation des relations sexuelles serait une aberration totale, ça ne servirait pas non plus le système judiciaire, qu'il soit pénal, qu'il soit français, qu'il soit suédois, qu'il soit européen ou autre. Je rejoins ce que dit Sandrine. Moi, il me semble avoir bien compris la question de Sud Radio. Je voulais dire par là que la contractualisation était aux antipodes d'une vie amoureuse authentique. Deuxième élément, là, je vais peut-être minoritaire, mais vous avez évoqué la législation suédoise. Moi, je trouve très dangereuse la possibilité d'incriminer un homme pour viol ou agression sexuelle, si j'ai bien saisi, lorsque la plaignante est passive. Comment peut-il savoir si elle est totalement passive sans être opposée qu'elle ne souhaite pas ce qui va se dérouler? Ça me pose un problème. Moi, Et oui, tout à fait, parce que si vous me permettez, justement, je rebondis sur ce que dit monsieur l'avocat général, c'est devenu une aberration, parce que figurez-vous que depuis l'application de cette loi en Suède, donc, qui date de juillet 2018, il y a eu une augmentation de condamnation pour viol de 75%. Est-ce que vous vous imaginez? Ce qui veut dire qu'en fait, maintenant, tout le monde peut se retrouver impliqué et condamné pour une histoire d'abus sexuel, parce que la personne ne se serait pas assurée du consentement, et même si elle a été passive. Donc, ce qui veut dire que maintenant, même le body language, ça veut dire qu'elle serait allongée, parce qu'on parle aussi très franc sur les vraies voix. Donc, elle est allongée, elle se laisse embrasser, et bien figurez-vous que finalement, concrètement, on peut être caractérisé à un moment de prédateur sexuel, et pourquoi pas être condamné pour viol par négligence. Parce que c'est aussi viol par négligence. Oui, mais moi j'entends, ça me gêne pas du tout ces subtilités. Plus il y a de subtilités, mieux c'est. Écoutez, on sort à peine, et on est encore dans l'affaire Pellico, qui
qui met à jour. Et d'ailleurs, c'est pas. Je rappelle que là, c'est différent. C'est pas une personne sous droguée. Est-ce que je peux, est-ce que je peux finir? Est-ce que je peux terminer? Est-ce que je peux finir? Non, mais moi je vais finir parce que je vous parle pas de la soumission chimique. Je vous parle de ce que ça montre, l'affaire Pellico. Ça montre aussi une culture du viol. C'est absolument pas des Maghrébins, des Afghans et des migrants. Il y avait de tout. Non, c'est pas ça. C'est des bons Français de 50 ans. Le rapport. Je mets un rapport. Je mets pas avec les Afghans. Est-ce que je peux terminer? Je fais l'incise pour dire que il faut bien remarquer que ce ne sont pas que les migrants qui sont des violeurs. L'affaire Pellico montre. Excusez-moi, l'affaire Pellico montre une culture du viol, d'accord? Donc ça veut dire on n'est pas d'accord là-dessus. Moi, je dis que c'est ça que ça montre. Donc, je vous dis juste que je suis pour la nuance parce que tout ce qui peut faire reculer finalement cette culture ordinaire du viol me va très bien. Sébastien Ménard. Donc, maître, je vais vous poser une question. Ne va-t-on pas vers une culture finalement de la prudence et de l'abstinence? C'est très philosophique. C'est pas inintéressant comme question. En fait, moi, je dirais plutôt qu'on va vers une culture du consentement. Avant, il y avait la culture du viol, et maintenant, on va vers la culture du consentement. Et en fait, ce qui veut dire que les jeunes sont de plus en plus sensibilisés à cette notion du consentement. Et ça, c'est positif. Et donc, du coup, ce qui veut dire qu'il faut qu'il y ait une formation en amont sur cette notion de consentement, c'est-à-dire aller dans les collèges, dans les lycées, dans les facultés aussi. Et d'ailleurs, je m'y rends pour le harcèlement scolaire, donc pourquoi pas le faire aussi sur la notion du consentement. C'est super. C'est super. Et vous avez vu que les partis politiques commencent à mettre en place maintenant des ateliers de formation sur les violences sexuelles. Non, mais je suis désolée. C'est pas la peine de lever les yeux au ciel. C'est super important. Oui, mais Françoise, ça c'est la théorie. Dans la pratique, c'est toujours un peu dans le feu de l'action, hein. Vous faites l'amour à quelqu'un, à la rigueur, c'est qu'à vous l'embrassez une fois de plus, elle dit, bah là finalement, moi je voulais pas qu'il m'embrasse, c'est une agression sexuelle. Pardon, excusez-moi. Là, vous dites faire l'amour à quelqu'un, donc non, mais ce que je veux dire, c'est que là, on a l'impression d'être dans quelque chose de love. Il y a des gens qui ont des actes sexuels sauvages entre guillemets, il y a pas d'amour, il y a rien du tout. Oui, la consommation. Dans ce cas-là, est-ce qu'on n'est pas sur une autre note? Bah oui, on est sur une. C'est intéressant. Je trouve que voilà, ça c'est un vrai. En fait, on devrait faire une heure là-dessus, je trouve. J'ai juste envie de demander devant la France entière, Cécile, sur un malentendu, ça peut marcher entre vous et moi? Attendez, je réfléchis. Non. Voilà. Non, mais c'est intéressant. Merci beaucoup, Sandrine Pégan, avocat pénaliste, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Philippe Bilger. Merci beaucoup, Françoise Degois. Merci super, beaucoup. Qu'est-ce qu'on s'est éclaté. Sébastien Ménard. Merci. Non, pas Philippe David. Et moi, j'aime pas ma boîte, en fait. Je voulais juste vous le dire. Sachant qu'elle m'a traité de voyez. Oui, allez, je le garde quand même, puisque dans un instant, on reviendra sur le secteur du luxe, moyen de rayonnement de la France à l'international. On en parle dans un instant. À tout de suite. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Emiam,